Bonjour, je m'appelle Philippe Moreau. J'ai 23 ans et je suis étudiant en master de littérature française à la Sorbonne, à Paris. Je partage un petit appartement avec 2 colocataires dans le Marais. Je travaille à temps partiel dans une librairie indépendante près de Saint-Germain-des-Prés et ma vie suit une routine prévisible et confortable. Mes journées se ressemblent toutes. Cours le matin, travail l'après-midi, quelques verres avec des amis le soir, et les week-ends perdus entre révisions et sorties dans les bars du quartier latin. Ma vie n'est ni extraordinaire ni misérable. Elle est simplement stable, prévisible et je m'en contentais. Jusqu'à ce semestre. Jusqu'à ce que je rencontre Léa Mercier. Elle est ma professeure de littérature du XXe siècle. Et elle est la raison pour laquelle je ne peux plus me concentrer sur rien d'autre. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple cours de littérature allait bouleverser toute ma vie, ni qu'une femme comme elle pourrait un jour dire ces mots qui ont tout changé, reste un peu après le cours, puis fermer la porte à clé derrière nous. Léa Mercier. Même son nom a quelque chose d'élégant et d'inaccessible. Elle a 38 ans, 15 ans de plus que moi, et elle enseigne à la Sorbonne depuis près de 10 ans. Elle a publié 2 essais critiques sur Marguerite Duras et Simone de Beauvoir, qui ont été très bien reçus dans les cercles académiques. Elle est connue pour son intelligence acérée, sa rigueur intellectuelle implacable, et son attitude distante avec ses étudiants. En classe, elle porte toujours des tailleurs impeccables, généralement noirs ou gris anthracite avec des chemisiers blancs ou crème. Ses cheveux châtains sont coupés au carré, juste au-dessus des épaules, toujours parfaitement coiffés. Elle a des yeux verts perçants qui semblent voir à travers vous quand elle vous regarde, et des lunettes fines qu'elle porte parfois au bout du nez quand elle lit. Elle ne sourit presque jamais en cours. Elle parle d'une voix claire et posée, sans jamais hausser le ton, mais avec une autorité naturelle qui fait taire immédiatement la salle. Personne n'ose arriver en retard à son cours. Personne n'ose rendre un devoir bâclé. Elle est respectée, admirée, et franchement un peu crainte. Moi, je la trouvais fascinante dès le premier jour. Pas seulement parce qu'elle est belle, même si elle l'est, d'une beauté froide et austère qui donne l'impression qu'elle vit dans un monde différent du nôtre. Non, ce qui me fascinait vraiment, c'était son intelligence, la façon dont elle analysait un texte, décortiquait chaque phrase, chaque mot, comme si elle dévoilait des secrets cachés que personne d'autre n'avait jamais vus. J'ai toujours aimé la littérature, mais elle m'a appris à l'aimer différemment, plus profondément. Au début du semestre, nos interactions se limitaient au strict minimum. Je levais la main, je répondais à ses questions, elle hochait la tête avec un « très bien, monsieur Moreau » neutre, et c'était tout. Il y avait un fossé immense entre nous. Elle était une intellectuelle reconnue, une femme de pouvoir dans le milieu académique, avec une réputation à défendre et une carrière brillante. Moi, j'étais juste un étudiant parmi tant d'autres, un visage anonyme dans une salle de 50 personnes. Nous évoluions dans des sphères complètement différentes. Le cours avait lieu 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi matin, dans un amphithéâtre aux murs en pierre et aux grandes fenêtres qui donnaient sur la cour intérieure de la Sorbonne. L'ambiance était toujours studieuse, presque solennelle. Les autres étudiants prenaient des notes frénétiquement, essayant de suivre le rythme de ses analyses. Moi, je passais la moitié du temps à l'observer. La façon dont elle tenait son stylo, la manière dont elle inclinait légèrement la tête quand elle réfléchissait, le petit pli qui se formait entre ses sourcils quand elle lisait un passage particulièrement complexe. Je me disais que c'était juste de l'admiration intellectuelle, rien de plus. Mais au fond de moi, je savais que c'était devenu autre chose. Quelque chose de plus troublant, de plus intense. Puis est venu le moment qui a tout changé. C'était un jeudi après-midi de novembre. Le cours venait de se terminer et comme d'habitude, les étudiants se pressaient vers la sortie, rangeant leurs affaires en discutant des plans pour le déjeuner. J'étais en train de fermer mon sac à dos quand j'ai entendu sa voix, claire et calme, qui résonnait dans l'amphithéâtre qui se vidait. « Monsieur Moreau », j'ai levé les yeux, surpris. Elle était debout derrière son bureau, ses mains posées à plat sur la surface en bois sombre, et elle me regardait directement. « Oui, professeur ?» ai-je répondu, mon cœur accélérant légèrement sans que je comprenne pourquoi. « Reste un peu après le cours, j'ai besoin de te parler. » Sa voix était neutre, professionnelle, mais il y avait quelque chose dans son regard que je n'arrivais pas à déchiffrer. J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Les derniers étudiants sont sortis, leurs pas résonnant dans le couloir. Le silence s'est installé dans l'amphithéâtre, pesant et étrange. Léa s'est dirigée vers la porte et j'ai entendu le clic distinctif de la serrure. Elle avait fermé la porte à clé. Mon pouls s'est accéléré. Pourquoi fermerait-elle la porte? Qu'est-ce qu'elle voulait me dire qui nécessitait une telle intimité? J'ai senti une boule d'anxiété se former dans mon estomac, mêlée à une étrange anticipation. Elle est revenue vers son bureau,
a retiré ses lunettes et les a posées délicatement sur une pile de copies. Puis elle m'a regardé, et pour la première fois depuis le début du semestre, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. Pas de la froideur, pas de la distance professionnelle, quelque chose de plus humain, de plus vulnérable. « Philippe », a-t-elle commencé, utilisant mon prénom pour la première fois, ce qui m'a fait sursauter intérieurement. « Je veux te parler de tes dissertations. » Elle a sorti une chemise de son sac et l'a ouverte devant elle. « Ton travail est excellent, vraiment excellent. Tu as une sensibilité littéraire rare, une capacité à lire entre les lignes que peu d'étudiants possèdent à ton âge. Ta dernière dissertation sur l'étranger de Camus était brillante. J'ai cligné des yeux, complètement déstabilisé. Merci, professeur, je ne m'attendais pas à... Je sais, m'a-t-elle coupé doucement. Elle a fait le tour du bureau et s'est appuyée contre le bord, les bras croisés. Nous n'étions plus qu'à quelques mètres l'un de l'autre. Mais ce n'est pas seulement pour ça que je voulais te parler. Elle a marqué une pause comme si elle pesait ses mots avec soin. Je vais être honnête avec toi, Philippe. J'ai remarqué la façon dont tu me regardes en cours. Mon sang s'est glacé. J'ai senti mes joues devenir brûlantes. Professeur, Laisse-moi finir, a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme. Ce n'est pas un reproche, c'est juste une observation, et je dois t'avouer quelque chose. Elle a détourné le regard, fixant un point invisible sur le mur. Tu n'es pas le seul à avoir remarqué quelque chose. Moi aussi, j'ai remarqué quelque chose qui ne devrait pas exister. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'elle pouvait l'entendre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Elle a pris une profonde inspiration, puis m'a regardé de nouveau et cette fois, il n'y avait plus aucune barrière dans ses yeux. Je veux dire que cette distance professionnelle que je m'efforce de maintenir, elle devient de plus en plus difficile à garder quand tu es dans la salle. Et ça, Philippe, c'est un problème. Un très gros problème. Le silence qui a suivi ces mots était électrique. Je ne savais pas quoi dire, quoi penser. Était-elle en train de me dire ce que je pensais qu'elle me disait? Ou est-ce que j'interprétais complètement mal la situation? Je ne comprends pas. Ai-je finalement murmuré? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Elle a secoué la tête, un petit sourire triste aux lèvres. Je n'attends rien de toi, Philippe. C'est bien là le problème. Je ne devrais rien attendre. Je suis ta professeure. Tu es mon étudiant. Il y a des règles, des codes déontologiques, des conséquences professionnelles et personnelles si jamais quelque chose se passait entre nous. Elle a fait un pas vers moi, puis s'est arrêtée, comme si elle se retenait. Mais je ne peux plus faire semblant de ne rien ressentir. Je ne peux plus te regarder en cours et prétendre que tu es juste un étudiant parmi d'autres. Et je devais te le dire. Parce que si je ne le disais pas, j'allais devenir folle. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Toutes les barrières que j'avais construites pour protéger mes sentiments. Vous n'êtes pas folle, ai-je dit, ma voix tremblante. Parce que moi aussi, je ressens quelque chose, depuis le premier jour. Et j'ai essayé de l'ignorer, de me dire que c'était juste de l'admiration, mais ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Ses yeux se sont embués. Et pour la première fois, j'ai vu Léa Mercier non pas comme une professeure distante et intimidante, mais comme une femme vulnérable et terrifiée par ce qu'elle ressentait. « Qu'est-ce qu'on fait alors ?» a-t-elle demandé, sa voix à peine audible. « Je ne sais pas, ai-je admis, mais je sais que je ne peux pas faire semblant de ne rien ressentir non plus. » Elle a fermé les yeux un instant, puis a pris une décision visible. « Voilà ce qu'on va faire », a-t-elle dit d'une voix plus ferme, reprenant un peu de son autorité habituelle. « Nous allons être professionnels. En public, en cours, partout où il y a d'autres personnes, nous gardons nos distances. Nous maintenons cette barrière. Mais, elle a hésité. Mais en privé, loin des regards, nous pouvons explorer ce que c'est. Pas maintenant, pas ici, mais peut-être qu'on pourrait se voir. Parler, juste parler, pour commencer. Voir où ça nous mène. » J'ai hoché la tête, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. « D'accord, oui, j'aimerais ça. » Elle a souri, un vrai sourire cette fois, et j'ai réalisé que c'était la première fois que je la voyais sourire ainsi. C'était magnifique. « Bien, alors voilà mon numéro personnel, » a-t-elle dit en griffonnant sur un bout de papier qu'elle m'a tendu. « Envoie-moi un message ce soir. On trouvera un moment pour se voir, quelque part discret. » J'ai pris le papier, mes doigts effleurant les siens brièvement, et cette simple touche a envoyé une décharge électrique dans tout mon corps. « D'accord, » ai-je répondu, incapable de dire quoi que ce soit de plus cohérent. Elle a déverrouillé la porte, et le bruit du déclic m'a ramené à la réalité. « Tu devrais y aller maintenant. » Et Philippe? Je me suis retourné vers elle. « Oui, pas un mot à personne. C'est important. Je pourrais perdre mon poste si quelqu'un découvrait ça. » J'ai acquiescé solennellement. « Je comprends. Je ne dirai rien. » Elle a hoché la tête, et je suis sorti de l'amphithéâtre,
mes jambes tremblantes, mon esprit en ébullition. Les jours suivants ont été étranges. En cours, Léa était redevenue la professeure froide et distante que tout le monde connaissait. Elle ne me regardait pas plus que les autres étudiants, ne me posait pas plus de questions. Mais moi, je savais ce qu'il y avait derrière ce masque professionnel. Et parfois, quand nos regards se croisaient brièvement, je voyais une étincelle dans ses yeux, un secret partagé qui n'appartenait qu'à nous deux. Le soir même de notre conversation, je lui avais envoyé un message. Simple, neutre, c'est Philippe. Merci pour la conversation de cet après-midi. Elle avait répondu quelques heures plus tard. Merci à toi d'avoir été honnête. Es-tu libre samedi après-midi? Il y a un café près du jardin du Luxembourg, rue de Médicis. Discret, on pourrait y prendre un verre. J'avais répondu oui immédiatement, mon cœur battant la chamade. Et maintenant, c'était samedi, et j'étais en route vers ce café, nerveux comme jamais. Le café s'appelait Le Refuge, et c'était effectivement un endroit discret, caché dans une petite rue pavée loin des zones touristiques. L'intérieur était sombre et chaleureux, avec des boiseries anciennes et des fauteuils en cuir usé. Léa était déjà là, assise dans un coin au fond de la salle, une tasse de thé devant elle. Elle portait un pull en cachemire gris et un jean, et ses cheveux étaient détachés, tombant librement sur ses épaules. C'était la première fois que je la voyais habillée de manière aussi décontractée, et elle semblait plus jeune, plus accessible. Elle a souri en me voyant approcher, un sourire timide et un peu nerveux. « Bonjour Philippe. » « Bonjour Léa », ai-je répondu, utilisant son prénom pour la première fois. Ça sonnait étrange sur ma langue, mais aussi incroyablement intime. Je me suis assis en face d'elle, et pendant un moment, nous nous sommes juste regardés, tous les deux conscients de l'absurdité et de la beauté de la situation. « Je suis contente que tu sois venue », a-t-elle dit finalement. « J'avais peur que tu changes d'avis. »« Jamais », ai-je répondu sincèrement. « J'avais peur que ce soit toi qui changes d'avis. » Elle a secoué la tête. « Non, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours et je sais que c'est fou, que c'est risqué, mais je ne peux pas l'ignorer. Je ne peux pas t'ignorer. Nous avons commandé du café et nous avons commencé à parler. Non pas de littérature ou de cours, mais de nous. Elle m'a raconté son parcours, comment elle avait toujours été passionnée par la littérature depuis son adolescence, comment elle avait travaillé sans relâche pour arriver où elle était. « J'ai sacrifié beaucoup de choses pour ma carrière », a-t-elle admis, ses doigts jouant nerveusement avec l'anse de sa tasse. Des amitiés, des relations, du temps pour moi-même. Mon ex-mari me reprochait toujours d'être marié à mon travail plutôt qu'à lui. Et il n'avait pas tort. « Tu étais marié ?» ai-je demandé, surpris. Elle a hoché la tête. « Pendant 6 ans. Nous avons divorcé il y a 3 ans. Il voulait des enfants, une vie plus normale. Moi, je voulais publier, enseigner, faire des conférences. Nous voulions des choses différentes et au final, aucun de nous n'était prêt à faire de compromis. Depuis, je suis seul. Par choix, me disais-je. Mais en réalité, je pense que j'avais juste peur de m'ouvrir à nouveau, de laisser quelqu'un entrer dans ma vie et de risquer de me perdre à nouveau. Elle m'a regardé avec une intensité troublante. Et puis tu es arrivé, un étudiant brillant qui me regardait non pas comme une autorité à craindre, mais comme une personne. Et ça m'a fait peur et m'a fasciné en même temps. Je lui ai parlé de moi aussi, de mon enfance à Lyon, de mon père ouvrier et de ma mère infirmière qui avait travaillé dur pour me permettre de venir étudier à Paris, de ma passion pour la littérature qui était née dans la bibliothèque municipale, où je passais tous mes mercredis après l'école. Je n'ai jamais vraiment eu de relation sérieuse, ai-je admis. Quelques histoires ici et là, mais rien de profond. Je pense que j'attendais quelque chose de différent, quelqu'un qui comprendrait vraiment ce qui m'anime. Et quand je t'ai rencontré, j'ai senti que tu comprenais, que tu voyais en moi quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Elle a tendu la main à travers la table et a posé sa main sur la mienne. C'était le premier vrai contact physique entre nous, et c'était électrisant. Je vois beaucoup de choses en toi, Philippe. Tu es intelligent, sensible, passionné, tu as un avenir brillant devant toi, et je ne veux pas être celle qui le complique. Tu ne compliques rien, ai-je dit fermement. Tu rends tout plus clair. Pour la première fois de ma vie, je sais ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux? A-t-elle demandé, sa voix tremblante. Je veux être avec toi. Je veux apprendre à te connaître pas comme ma professeure, mais comme la personne que tu es vraiment. Je veux qu'on arrête de se cacher, même si je sais qu'on doit être prudent. Je veux juste, toi. Ses yeux se sont remplis de larmes, et elle a serré ma main plus fort. Tu ne sais pas ce que tu me fais dire, Philippe. Je suis censé être la raisonnable, celle qui met des limites. Mais avec toi, je n'ai envie que de les briser toutes. Nous avons passé tout l'après-midi dans ce café, perdus dans nos conversations. Le temps semblait s'être arrêté.
Nous avons parlé de tout et de rien, de nos auteurs préférés, de nos rêves, de nos peurs. Elle m'a raconté son premier amour à 17 ans, un garçon de sa classe de terminale qui écrivait des poèmes terribles mais sincères. Je lui ai parlé de ma grand-mère qui m'avait appris à aimer les mots, qui me lisait Baudelaire le soir avant de dormir. Nous avons ri, ce qui était étrange et merveilleux à la fois, parce que je ne l'avais jamais entendu rire ainsi. Son rire était léger et musical, et il illuminait tout son visage. Quand le soir est tombé, et que le café a commencé à se remplir, nous avons réalisé qu'il était temps de partir. Dehors, la rue était calme et froide, éclairée par les réverbères à gaz. Nous avons marché côte à côte, nos épaules se frôlant parfois, sans vraiment savoir où nous allions. « Je ne veux pas que cette journée se termine », a-t-elle murmuré. « Moi non plus », ai-je répondu. Nous nous sommes arrêtés dans une petite ruelle déserte, cachés des regards. Elle s'est tournée vers moi, et j'ai vu dans ses yeux tout ce qu'elle ressentait. Le désir, la peur, l'espoir, l'incertitude. « Philippe, je ne sais pas comment ça va se terminer. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, si nous ne sommes pas en train de nous diriger vers un désastre. Mais je sais une chose. Je ne regrette rien de ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi non plus, ai-je dit en me rapprochant d'elle. Et je ne veux pas que tu aies des regrets. On avancera doucement, on sera prudent. Mais je ne veux pas te perdre avant même de t'avoir vraiment eu. » Elle a posé sa main sur ma joue, et j'ai senti la chaleur de sa paume contre ma peau. « Tu me fais peur, tu sais, parce que tu me fais ressentir des choses que je pensais avoir enterrées il y a longtemps. Alors laisse-les revenir à la surface, ai-je murmuré. Laisse-toi ressentir. » Et puis, dans cette ruelle sombre de Paris, sous le ciel d'hiver, elle m'a embrassé. C'était doux au début, hésitant, comme si nous testions les limites de ce qui était possible. Puis le baiser s'est approfondi, et j'ai senti toute la passion et la frustration accumulées se déverser entre nous. Mes mains ont trouvé sa taille. Les siennes se sont glissées dans mes cheveux et pendant quelques minutes, il n'y avait plus de professeur, plus d'étudiants, plus de règles. Il n'y avait que nous deux. Deux personnes qui avaient trop longtemps refoulé ce qu'elles ressentaient. Quand nous nous sommes finalement séparés, nous étions tous les deux essoufflés, et elle avait les joues rouges. « Il faut que je rentre », a-t-elle dit, mais sans faire un mouvement pour partir. « Je sais », ai-je répondu, mais je ne voulais pas la laisser partir. Elle a souri tristement. « On doit être prudent, Philippe, en cours, au campus, partout où il y a d'autres gens. On ne peut rien laisser paraître. Je sais, je serai prudent, je te le promets. » Elle a hoché la tête, puis m'a embrassé une dernière fois, rapidement, avant de s'éloigner dans la nuit. Je suis resté là, seul dans la ruelle, le cœur battant, réalisant à peine ce qui venait de se passer. J'étais tombé amoureux de ma professeure, et contre toute attente, elle aussi ressentait quelque chose pour moi. Mais je savais que ce n'était que le début, et que le chemin devant nous serait compliqué, risqué, peut-être même impossible. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais prêt à prendre ce risque. Les semaines suivantes ont été à la fois merveilleuses et terrifiantes. En public, Léa et moi maintenions une distance stricte. En cours, elle était toujours la professeure rigoureuse et distante et moi l'étudiant attentif mais discret. Personne ne soupçonnait quoi que ce soit. Mais en privé, nous nous voyions autant que possible. Nous nous retrouvions dans des cafés discrets, dans des parcs éloignés, parfois dans son appartement quand nous étions certains que personne ne nous verrait. Chaque rencontre renforçait notre lien. Nous parlions pendant des heures, de tout et de rien. Elle me racontait ses années de doctorat, les nuits blanches passées à rédiger sa thèse, les moments de doute où elle avait voulu tout abandonner. Je lui parlais de mes rêves d'écrire un jour, de publier un roman qui aurait du sens, même si je doutais d'en avoir le talent. « Tu as le talent », m'assurait-elle toujours. « Tu as juste besoin de croire en toi. » Elle me prêtait des livres de sa bibliothèque personnelle, des éditions rares et annotées, et nous discutions de chaque page, de chaque idée. C'était intellectuellement stimulant, mais c'était aussi profondément intime. Partager nos lectures, c'était partager nos âmes. Mais ce n'était pas toujours facile. Il y avait des moments de frustration, des moments où nous devions nous cacher, mentir, faire semblant. Un jour, au campus, je l'ai croisée dans le couloir. Elle était avec un collègue professeur, et quand nos regards se sont croisés, elle a détourné les yeux immédiatement, sans un sourire, sans un signe de reconnaissance. Ça m'a fait mal même si je comprenais pourquoi elle devait agir ainsi. Le soir même, elle m'a envoyé un long message. « Je suis désolé pour aujourd'hui. Je déteste devoir faire semblant que tu n'es rien pour moi. Mais si on veut protéger ce qu'on a, on doit être prudent. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. » Je lui ai répondu que je comprenais, et c'était vrai, mais ça ne rendait pas les choses moins difficiles. Puis il y a eu cet incident au début décembre. Nous étions dans son appartement un dimanche après-midi,
blottie sur son canapé en train de regarder un vieux film français en noir et blanc, quand son téléphone a sonné. Elle a regardé l'écran et a pâli. « C'est le doyen », a-t-elle murmuré. Mon sang s'est glacé. « Qu'est-ce qu'on fait ? Tu vas dans la chambre et tu ne fais aucun bruit », a-t-elle ordonné, reprenant immédiatement son attitude autoritaire. Je me suis exécuté, fermant la porte derrière moi, mon cœur battant à tout rompre. J'ai entendu sa voix à travers la porte, calme et professionnelle. « Oui, bonjour monsieur le doyen. Non, je suis chez moi, je profite de mon week-end. Oui, bien sûr, je peux passer lundi matin pour en discuter. Pas de problème. À demain. » Elle a raccroché, et je suis sorti de la chambre. Elle était assise sur le canapé, les mains tremblantes. « Qu'est-ce qu'il voulait ?» ai-je demandé, inquiet. « Il veut me voir demain pour parler d'un projet de recherche. Rien de grave, je pense. Mais ça m'a fait peur. Si jamais quelqu'un nous voyait ensemble, si jamais quelqu'un découvrait, on sera plus prudent. » ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle et en prenant sa main. « On trouvera un moyen. Je ne te laisserai pas perdre ton poste à cause de moi. » Elle a posé sa tête sur mon épaule, et je l'ai senti se détendre légèrement. Parfois, je me demande si on ne fait pas une énorme erreur, si on ne devrait pas tout arrêter maintenant avant que ça devienne trop compliqué. Mon cœur s'est serré. « Tu veux qu'on arrête ?» ai-je demandé, ma voix à peine audible. Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu des larmes briller dans son regard. « Non, non, je ne veux pas. Mais j'ai peur, Philippe. J'ai peur de ce qui pourrait arriver. J'ai peur de te perdre. J'ai peur de perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé. J'ai peur de tout. Alors on sera plus prudent, ai-je répété fermement. Mais je ne te laisserai pas partir. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'on a construit. Elle a hoché la tête et m'a embrassé. Un baiser désespéré et passionné qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Les vacances de Noël sont arrivées, et nous avons été séparés pendant 2 semaines. Elle est partie rendre visite à sa famille en Bretagne, et moi je suis retourné à Lyon chez mes parents. Ces 2 semaines ont été une torture. Nous nous envoyions des messages tous les jours, parfois à toute heure de la nuit, incapables de supporter la distance. « Tu me manques », écrivait-elle, « plus que je ne devrais l'admettre. Tu me manques aussi, répondais-je. J'ai hâte de te revoir. Quand janvier est arrivé et que nous sommes revenus à Paris, nous nous sommes retrouvés dans son appartement, et nous nous sommes embrassés comme si nous avions été séparés pendant des années. « Ne me laisse plus jamais partir aussi longtemps », a-t-elle murmuré contre mes lèvres. « Jamais, ai-je promis. » Le second semestre a commencé, et avec lui est venue une nouvelle routine. Léa et moi avions trouvé un équilibre fragile entre notre vie publique et notre vie privée. Nous nous voyions 2 ou 3 fois par semaine, toujours à des endroits différents, toujours prudents. Mais cette double vie commençait à peser sur nous deux. Je voyais bien qu'elle était fatiguée, stressée. Elle dormait mal, me confiait-elle. Elle avait peur constamment qu'un collègue, qu'un étudiant, que n'importe qui découvre notre secret. Je ne sais pas combien de temps je peux continuer comme ça, m'a-t-elle avoué un soir de février. Nous étions dans son appartement, allongés sur son lit, dans l'obscurité. C'est comme si je vivais 2 vies parallèles, et je ne sais plus laquelle est la vraie. La vraie vie, c'est ici, avec moi, ai-je dit en caressant ses cheveux. Le reste, c'est juste... Le reste ? Mais le reste est important aussi, a-t-elle répondu tristement. Ma carrière, ma réputation, tout ce pour quoi j'ai travaillé, je ne peux pas juste l'ignorer. Je ne te demande pas de l'ignorer. Je te demande juste de ne pas m'ignorer non plus. Elle s'est tournée vers moi et même dans la pénombre, je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Tu ne comprends pas, Philippe. Si quelqu'un découvre, je ne perds pas juste mon poste. Je perds tout. Ma crédibilité, mon avenir dans le milieu académique, tout. Et toi aussi, tu seras affecté. Les gens diront que tu as couché avec ta professeure pour avoir de bonnes notes, même si ce n'est pas vrai. Nos 2 vies seront détruites. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ai-je demandé, sentant la peur s'infiltrer en moi. Est-ce que tu veux qu'on arrête ? Elle a fermé les yeux, et une larme a coulé sur sa joue. Non, je ne veux pas arrêter, mais je ne sais pas comment continuer non plus. Je me sens piégé. C'est alors que tout a basculé. 1 semaine plus tard, en plein cours, alors que Léa analysait un passage de Proust, une étudiante du 1er rang, Margot, une fille que je connaissais vaguement, a levé la main et a dit quelque chose qui a glacé le sang dans mes veines. « Professeur Mercier, j'ai une question. Est-il vrai que vous et un étudiant de ce cours êtes proches ?» Le silence dans l'amphithéâtre était assourdissant. Léa est devenue blanche comme un linge. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, mademoiselle Dubois, et je vous prierai de garder vos questions pertinentes au cours. » Mais Margot n'a pas lâché prise. « C'est juste que ma colocataire travaille au Café Le Refuge, et elle vous a vu plusieurs fois avec quelqu'un qui ressemble beaucoup à Philippe Moreau, et vous aviez l'air très proche. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai senti mon visage devenir brûlant. Léa a gardé son sang-froid, mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement.
Mademoiselle Dubois, ce que je fais en dehors de mes heures de cours ne regarde personne, et je vous suggère fortement de ne pas propager de rumeurs sans fondement. Maintenant, puis-je continuer mon cours? Margot s'est tue, mais le mal était fait. Les murmures ont commencé à se propager dans la salle. Après le cours, Léa m'a fait signe de ne pas rester, de partir immédiatement. J'ai obéi, mais j'étais terrifié. Le soir même, elle m'a envoyé un message. On doit se voir ce soir chez moi. Quand je suis arrivé, elle faisait les 100 pas dans son salon, visiblement paniquée. Ça y est, c'est fini. Tout le monde va savoir. Le doyen va être informé. Je vais perdre mon poste. On ne sait pas ça. Ai-je tenté de la rassurer? Ce ne sont que des rumeurs. On peut dire que nous sommes juste amis, que nous discutons de littérature. Elle m'a regardé comme si j'étais fou. Philippe, nous nous embrassons en public. Nous nous tenons la main. Quelqu'un nous a vus. C'est fini. J'ai pris ses mains dans les miennes, les forçant à me regarder dans les yeux. Écoute-moi, on va trouver une solution. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de se cacher. Peut-être qu'il est temps d'être honnête. Tu es sérieux? A-t-elle dit, incrédule. Tu veux qu'on avoue tout? Tu veux détruire nos deux vies? Je veux qu'on arrête de vivre dans la peur. Ai-je répondu fermement. Je t'aime, Léa, et je ne vais pas te perdre à cause de quelques règles stupides ou de ce que les gens vont penser. Ses yeux se sont écarquillés. C'était la première fois que je prononçais ces mots. Tu m'aimes? A-t-elle murmuré. Oui, je t'aime, depuis le début. Et je sais que c'est compliqué, que c'est risqué, mais je m'en fiche. Je veux être avec toi, ouvertement, sans avoir à me cacher. Elle a éclaté en sanglots, et je l'ai prise dans mes bras, la serrant fort contre moi. Je t'aime aussi, a-t-elle murmuré dans mon cou. Mon Dieu, je t'aime tellement, mais j'ai tellement peur. Alors on affrontera cette peur ensemble, ai-je dit. On trouvera une solution. Peut-être que je peux changer de cours, ou peut-être qu'on attend la fin du semestre. Mais on ne se cache plus, d'accord? Elle a hoché la tête, incapable de parler, et nous sommes restés là, enlacés, sachant que tout allait changer, mais déterminés à affronter l'orage ensemble. Le lendemain matin, Léa a reçu un mail du doyen lui demandant de venir à son bureau dans l'après-midi. Elle m'a immédiatement prévenu. Ça y est, ils savent. J'ai réfléchi rapidement. Je viens avec toi. Quoi? Non, Philippe. C'est une mauvaise idée. Je ne te laisse pas affronter ça toute seule. Si on doit assumer, on assume ensemble. Je viens avec toi. Elle a essayé de protester, mais j'étais inflexible. À 15 heures, nous étions tous les deux devant le bureau du doyen, main dans la main. Quand nous sommes entrés, le doyen, un homme d'une 60aine d'années au visage sévère, nous a regardés avec une expression indéchiffrable. « Professeur Mercier, Monsieur Moreau, asseyez-vous. » Nous nous sommes assis, nos mains toujours jointes. Le doyen a croisé les doigts sur son bureau. « Je suppose que vous savez pourquoi vous êtes ici. Des rumeurs circulent concernant une relation inappropriée entre vous deux. J'aimerais entendre votre version des faits. » Léa a pris une profonde inspiration, puis a parlé d'une voix claire et ferme. « Monsieur le doyen, je ne vais pas mentir. Philippe et moi sommes ensemble. Cela a commencé il y a quelques mois et je suis pleinement consciente que c'est contraire au règlement de l'université. Mais je tiens à préciser que cela n'a jamais affecté son travail académique. Ses notes sont basées uniquement sur son mérite, qui est considérable. » Le doyen a hoché la tête lentement. « Je vois. Et vous, monsieur Moreau, confirmez-vous ces déclarations? »« Oui, monsieur, » ai-je répondu, et j'assume entièrement la responsabilité de cette situation. Professeur Mercier a toujours été professionnel. C'est moi qui ai insisté pour que notre relation continue malgré les risques. Noble de votre part, a dit le doyen avec un petit sourire ironique. Mais vous comprenez que cela me met dans une position très difficile. Le règlement est clair. Toute relation amoureuse entre un professeur et un étudiant actuellement sous sa supervision est strictement interdite. Je comprends, a dit Léa, et je suis prête à en assumer les conséquences. Le doyen a soupiré. Professeur Mercier, vous êtes l'une de nos meilleures enseignantes. Votre travail de recherche est exceptionnel, et vous avez toujours été irréprochable dans votre conduite professionnelle. C'est pourquoi je ne vais pas vous renvoyer. Léa a relevé la tête, surprise. Cependant, poursuivit-il, il y a des conditions. Premièrement, monsieur Moreau, vous devez immédiatement vous retirer du cours de professeur Mercier et de tout autre cours qu'elle enseigne. Vous suivrez le même cours avec le professeur Renaud. Deuxièmement, professeur Mercier, vous devrez vous abstenir de toute interaction académique avec monsieur Moreau jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme. Troisièmement, cette situation doit rester confidentielle. Si cela devient un scandale public, je n'aurai d'autre choix que de prendre des mesures plus sévères. Nous avons tous les deux acquiescé, soulagés mais encore sous le choc. Merci, monsieur le doyen, a dit Léa, sa voix tremblante d'émotion. Je vous en suis reconnaissante. Ne me remerciez pas encore,
a-t-il répondu. Vous avez pris un risque énorme tous les deux. J'espère que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, ai-je dit sans hésitation, et Léa a serré ma main plus fort. Une fois sortis du bureau, nous avons marché en silence jusqu'à un petit parc à proximité. Là, loin des regards, Léa s'est effondrée dans mes bras. On a eu tellement de chance, a-t-elle murmuré. Il aurait pu me renvoyer. Il aurait pu détruire ma carrière. Mais il ne l'a pas fait, ai-je dit en embrassant ses cheveux, parce qu'il a vu que c'était réel, que ce n'était pas juste une aventure ou un abus de pouvoir. Il a vu qu'on s'aime vraiment. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois depuis des jours, j'ai vu un sourire sur son visage. Oui, on s'aime vraiment. Alors maintenant, on peut arrêter de se cacher, ai-je dit. On peut être ensemble, vraiment ensemble. Pas complètement, a-t-elle corrigé. On doit encore être prudent jusqu'à ce que tu obtiennes ton diplôme. Mais oui, on peut respirer un peu. On peut vivre sans cette peur constante. Les mois suivants ont été différents. Je ne suivais plus le cours de Léa, ce qui était étrange au début. Je voyais parfois ses anciens camarades de classe au campus et certains me regardaient, bizarrement, comme s'ils savaient quelque chose. Les rumeurs circulaient toujours, mais sans confirmation officielle. Elles sont progressivement mortes. Léa et moi continuions à nous voir. Mais maintenant, c'était différent. Nous n'avions plus à nous cacher autant. Nous pouvions nous promener dans des quartiers plus fréquentés, aller au cinéma, dîner dans de vrais restaurants. Bien sûr, nous restions discrets au campus, mais en dehors, nous pouvions enfin vivre notre relation normalement. Elle m'a présenté à ses amis proches, des collègues professeurs qui avaient été mis au courant de notre situation. Au début, j'étais terrifié. Comment allaient-ils réagir face à un étudiant de 15 ans plus jeune que leur ami? Mais à ma grande surprise, ils ont été accueillants et bienveillants. Elle n'a jamais été aussi heureuse, m'a confié Sophie, sa meilleure amie, un soir après un dîner. On la voyait s'éteindre depuis son divorce. Toi, tu l'as ramenée à la vie. Ces mots m'ont énormément touché, parce que c'était exactement ce que je ressentais aussi. Léa m'avait ramené à la vie, m'avait montré ce que signifiait vraiment aimer quelqu'un, non pas de manière superficielle, mais profondément, avec tous les risques et les sacrifices que cela impliquait. En mai, alors que mon année de master touchait à sa fin, Léa et moi avons eu une conversation importante. Nous étions sur son balcon, regardant le coucher de soleil sur les toits de Paris. Dans 2 mois, tu auras ton diplôme, a-t-elle dit doucement. Et alors toutes les restrictions seront levées. On pourra être ensemble officiellement, sans avoir à craindre quoi que ce soit. Oui, ai-je répondu en souriant. Tu as hâte? Elle s'est tournée vers moi et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. De la vulnérabilité, mais aussi de l'espoir. J'ai hâte, mais j'ai aussi peur. Peur de quoi? Peur que tu réalises que tu ne veux pas vraiment d'une vie avec moi. Que tu préfères quelqu'un de ton âge, quelqu'un qui peut te donner des enfants, une vie normale. J'ai 38 ans, Philippe. Je ne suis plus jeune, et je ne suis pas sûr de vouloir des enfants. J'ai pris son visage entre mes mains, la forçant à me regarder. Léa, écoute-moi bien. Je ne veux pas de quelqu'un de mon âge. Je ne veux pas d'une vie normale. Je te veux, toi, avec toutes tes complexités, tes peurs, tes ambitions. Et pour ce qui est des enfants, on en parlera plus tard. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est toi. Ses yeux se sont remplis de larmes, et elle m'a embrassé avec une passion que je ne lui avais jamais connue. Je t'aime tellement, a-t-elle murmuré contre mes lèvres. Tu n'as aucune idée de combien. Oh, je crois que j'ai une petite idée, ai-je répondu en souriant. Juin est arrivé, et avec lui, la cérémonie de remise des diplômes. J'avais obtenu mon master avec mention très bien, grâce en grande partie au travail acharné et aux encouragements constants de Léa. Elle était dans le public, assise au milieu d'autres professeurs, et quand j'ai traversé la scène pour recevoir mon diplôme, nos regards se sont croisés. Elle m'a souri, un sourire radieux et fier, et j'ai senti mon cœur exploser de bonheur. Après la cérémonie, mes parents sont venus me féliciter. « On est si fiers de toi, mon fils », a dit mon père en me serrant dans ses bras. « Tu as travaillé si dur pour en arriver là. » « Merci, papa. » Ma mère m'a embrassé, puis a dit « Et cette femme là-bas, qui n'arrête pas de te regarder, qui est-ce » J'ai suivi son regard et j'ai vu Léa, debout à quelques mètres, attendant patiemment. C'est quelqu'un de très important pour moi. Venez, je vais vous la présenter. Le cœur battant, je les ai conduits vers Léa. Maman, papa, je vous présente Léa Mercier. Léa, voici mes parents, Jean et Marie Moreau. Léa a serré la main de mes parents avec grâce. Enchanté, Philippe m'a beaucoup parlé de vous. Et nous n'avons rien entendu parler de vous, a dit ma mère avec un petit sourire malicieux. C'est un secret bien gardé. J'ai rougi. En fait, Léa était ma professeure. Mais maintenant que j'ai mon diplôme, nous sommes ensemble. Il y a eu un moment de silence, puis mon père a éclaté de rire.
Eh bien, mon fils, tu ne fais jamais les choses à moitié. Une professeure de la Sorbonne, rien que ça. Ma mère a regardé Léa avec plus d'attention, puis a souri. Si vous rendez mon fils heureux, alors vous êtes la bienvenue dans notre famille. Léa a semblé émue. Merci, je ferai de mon mieux. Après le départ de mes parents, Léa et moi avons marché dans les rues de Paris, main dans la main, pour la première fois, sans avoir à nous cacher. C'est étrange, a-t-elle dit. Je peux enfin te tenir la main en public sans avoir peur. C'est merveilleux, ai-je corrigé. C'est comme si on commençait enfin notre vraie vie ensemble. Elle s'est arrêtée et m'a regardé sérieusement. Philippe, j'ai quelque chose à te demander. Je sais que c'est peut-être trop tôt, mais tu veux emménager avec moi? J'ai cligné des yeux, surpris. Tu es sérieuse? Complètement. Je ne veux plus passer une seule nuit sans toi. Je veux me réveiller à tes côtés tous les matins. Je veux construire une vie avec toi. Alors qu'est-ce que tu en dis? Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Oui, 1000 fois oui. Elle a ri, un rire joyeux et libéré, et m'a sauté dans les bras. Nous nous sommes embrassés au milieu de la rue, et cette fois, personne ne nous regardait bizarrement. Nous n'étions que deux personnes amoureuses, libres de s'aimer ouvertement. Les mois suivants ont été les plus heureux de ma vie. J'ai emménagé dans l'appartement de Léa, et nous avons trouvé notre routine. Le matin, elle partait enseigner pendant que je travaillais sur mon projet de roman. L'après-midi, nous nous retrouvions pour déjeuner ensemble, puis je retournais à la librairie où je travaillais toujours. Le soir, nous dînions ensemble, discutions de littérature, regardions des films, ou simplement profitions de la présence de l'autre. Bien sûr, il y a eu des défis. Certains collègues de Léa désapprouvaient notre relation, murmurant dans son dos que c'était inapproprié, qu'elle avait compromis son intégrité professionnelle, mais elle n'en avait cure. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, me disait-elle. Je sais ce que je ressens et je sais que nous n'avons rien fait de mal. On a juste eu le courage d'aimer malgré les obstacles. De mon côté, certains de mes anciens camarades de classe me traitaient différemment, avec un mélange de jalousie et de jugement. Mais j'avais appris à ne plus m'en soucier. Leur opinion n'avait aucune importance comparée à ce que j'avais avec Léa. 1 an après l'obtention de mon diplôme, en juin de l'année suivante, j'ai terminé mon roman. C'était l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux de son professeur et qui doit naviguer entre les règles sociales et ses sentiments. C'était, bien sûr, inspiré de notre histoire, bien que largement romancé. Léa a été ma première lectrice. Elle a passé toute une nuit à le lire, et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, elle était assise à la table de la cuisine, les yeux rouges, le manuscrit devant elle. « C'est magnifique, Philippe », a-t-elle dit, la voix tremblante. « C'est vraiment magnifique. Tu as capturé quelque chose de nous, mais aussi de quelque chose de plus universel. L'amour qui défie les conventions, le courage qu'il faut pour suivre son cœur. Tu penses vraiment que c'est bon? Ai-je demandé, nerveux. Je pense que c'est brillant, et je pense que tu dois l'envoyer à des éditeurs. J'ai suivi son conseil, et à ma grande surprise, 3 mois plus tard, j'ai reçu une réponse positive d'une petite maison d'édition parisienne. Ils voulaient publier mon roman. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai immédiatement appelé Léa. Ils veulent le publier. Léa, ils veulent publier mon livre. Elle a crié de joie au téléphone. Et le soir même, nous avons célébré avec du champagne. Je suis si fière de toi, a-t-elle dit en levant son verre. Tu mérites tout ce qui t'arrive. C'est grâce à toi, ai-je répondu. Sans toi, je n'aurais jamais eu le courage d'écrire ce livre. Sans toi, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Elle a posé son verre et m'a pris la main. Philippe, tu es l'homme que tu es à cause de toi-même, pas à cause de moi. Mais je suis heureuse d'avoir pu t'accompagner sur ce chemin. 2 ans après notre rencontre, par une soirée d'automne, je l'ai emmenée au même café où nous avions eu notre premier rendez-vous, le Refuge. Nous nous sommes assis à la même table dans le coin, et j'ai commandé du thé pour elle et du café pour moi, comme ce premier jour. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» a-t-elle demandé, intriguée. « Tu te souviens de cette journée ?» ai-je demandé. « Notre première vraie conversation en dehors du campus ? Bien sûr que je m'en souviens. Comment pourrais-je l'oublier ? C'était le jour où j'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureuse de toi. Moi aussi. Et depuis ce jour, ma vie a complètement changé. Tu m'as appris tellement de choses, Léa. Tu m'as appris ce que signifie aimer vraiment, ce que signifie prendre des risques pour quelque chose qui en vaut la peine. Tu m'as appris à être courageux. Philippe, où veux-tu en venir ? A-t-elle demandé, les yeux brillants. J'ai pris une profonde inspiration, puis je me suis levé et me suis agenouillé à côté de la table. Ses yeux se sont écarquillés. Philippe, qu'est-ce que tu fais ? Léa Mercier, ai-je dit, ma voix tremblante mais déterminée. Tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Tu es brillante, passionnée, courageuse.
Et tu m'as aimé malgré tous les obstacles. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Alors je te pose la question, veux-tu m'épouser? J'ai sorti une petite boîte de ma poche et l'ai ouverte, révélant une bague simple mais élégante. Elle a porté ses mains à sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. Oh mon Dieu. Philippe, si c'est trop tôt, je comprends. Ai-je dit rapidement. On peut attendre, mais je voulais que tu saches que je suis sérieux, que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Elle a secoué la tête, riant à travers ses larmes. Ce n'est pas trop tôt. C'est parfait. Oui, Philippe. Oui, je veux t'épouser. J'ai glissé la bague à son doigt et me suis relevé pour l'embrasser. Tout le café a applaudi et nous avons ri, heureux et embarrassés à la fois. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, dans une petite cérémonie intime en Bretagne, là où Léa avait grandi. C'était une journée parfaite, entourée de nos familles et de nos amis les plus proches. Quand le maire nous a déclarés mari et femme, j'ai regardé Léa dans les yeux et j'ai vu toute notre histoire reflétée là. Le début difficile, les obstacles, les peurs, mais aussi l'amour inconditionnel qui nous avait portés à travers tout ça. « Je t'aime, Madame Moreau », ai-je murmuré. « Je t'aime, Monsieur Moreau », a-t-elle répondu en souriant. Et nous nous sommes embrassés sous les applaudissements de nos invités. Aujourd'hui, 3 ans après cette première fois où elle m'a demandé de rester après le cours et à fermer la porte à clé, je regarde en arrière et je réalise combien tout a changé. Mon roman a été publié et bien reçu. J'ai commencé à travailler sur un deuxième. Léa continue d'enseigner à la Sorbonne, toujours aussi passionnée et brillante. Notre relation n'est plus un secret scandaleux, mais une histoire d'amour respectée et admirée par ceux qui nous connaissent vraiment. Bien sûr, il y a encore des gens qui jugent, qui disent que notre histoire était inappropriée dès le départ. Mais nous nous en fichons. Nous savons ce que nous avons vécu. Nous savons combien nous nous aimons. Et c'est tout ce qui compte. Parfois, le soir, alors que nous sommes allongés dans le lit, Léa me demande « Tu regrettes quelque chose? Tous les risques qu'on a pris? Toutes les difficultés ?» Et je lui réponds toujours la même chose. Pas une seule seconde. Parce que tous ces risques, toutes ces difficultés m'ont mené à toi. Et tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Elle sourit, m'embrasse et murmure « Toi aussi, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Et c'est là, dans ces moments de calme et d'intimité, que je réalise que l'amour véritable ne suit pas de règles. Il ne se soucie pas de l'âge, du statut ou des conventions sociales. L'amour véritable est courageux. Il prend des risques. Il défie les attentes. Et quand il est réel, quand il est profond, il survit à tout. Notre histoire a commencé par un simple « reste un peu après le cours », suivi du clic d'une porte qui se fermait à clé. Mais ce que nous ne savions pas à ce moment-là, c'est que cette porte ne se fermait pas sur notre relation. Elle s'ouvrait sur une vie entière ensemble, une vie remplie d'amour, de passion, de littérature et de cette connexion rare et précieuse que peu de gens ont la chance de trouver. Nous l'avons trouvée, et nous ne la laisserons jamais partir.